J'avais la tête, enfin la nuque qui était posée sur la crête de Chasseral, à 1 heure et quart de marche d'ici. J'avais les fesses posées sur le plateau suisse et puis les pieds sur les Alpes. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui me disait « Écoute, arrête de bouger, tu fais tomber des cailloux et tu blesses des gens. » Et puis je me suis réveillé. Alors d'abord j'ai eu un petit peu honte de moi, de me voir si grand, hein, ça a quand même comme ça des dimensions un peu extraordinaires. Mais le PR, le principe de réalité, très très rapidement m'a ramené à ma taille normale. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Et après la retraite, qui a été une retraite un peu forcée, hein, je n'ai pas été réélu au Conseil d'État, je souhaitais continuer, voilà. Oui, ce fut une blessure personnelle. Moi, je peux comprendre le débat d'idées, mais quand vous êtes victime d'une injustice dans la façon dont un certain nombre ont considéré l'activité, ben oui, c'est une blessure. Ça fait quand même depuis 2009, donc c'est guéri. Alors, bonjour. Bonjour patronne, salut Sandra. C'est ton dernier week-end? Ben oui, c'est mon dernier Ah, week-end. il y aura une larme à l'œil demain. Ouais, c'est bien, ouais, c'est vrai. Salut François. Eh, salut Fernand, comment tu vas? Cher voisin, mais bien. T'es bien monté? Oui, oui, Apparemment, oui. il m'a fait, Oui, il n'y a pas eu de problème. Le cœur a tenu, la respiration était bonne. Moi, je suis un polyvalent de secteur. Au cours de ma vie, j'ai changé 4, 5, 6 fois de métier. Au départ, je fais une formation d'assistant social. Je pratique pendant 3 ans. Je me rends compte que je ne suis pas fait pour ça. Je suis trop sensible, je suis trop près des gens. Oui, si. J'ai quitté ce métier pour devenir chauffeur de camion, chauffeur d'autocar et bûcheron. On a alterné ces boulots, souvent en équipe, à part l'autocar, on ne peut pas être deux pour conduire. Et puis, il y avait dans cette quête du changement une conscience de plus en plus claire d'échapper au système. Je suis né dans le Jura neuchâtelois, donc c'est tout près d'ici. À vol d'oiseau, c'est 4-5 km. Dans une petite ferme comme celle-ci, isolée du village, c'est la ferme de mes parents. Mes parents étaient paysans bûcherons, ma mère était ménagère paysanne. Et puis on allait à l'écurie, dès qu'on tenait debout, on allait à l'écurie, on allait goûter le lait dans le seau où le lait sortait du puits. On était tous les jours avec les bêtes et ça a été des présences très chaleureuses. Et puis, il y a eu cette opportunité ici d'acheter ce domaine. Et quelques années après, je me suis demandé si j'avais pas voulu poursuivre ce que j'avais découvert en étant enfant. Et je reste persuadé aujourd'hui aussi que les enfants qui peuvent vivre dans un contexte tel que la ferme avec des animaux, c'est une stimulation extraordinaire dans tous les sens. C'est un des rares métiers aussi où les enfants peuvent vous accompagner dans ce que vous faites. Donc souvent on me pose la question, comment commencer un jardin en permaculture? Qu'est-ce qu'on doit faire pour débuter?
Donc il y a des gens qui vont commencer par faire des buts, il y a des gens qui vont commencer par planter des arbres, faire une mare, on va peut-être s'intéresser à l'habitation, faire des murs en torchis. Nous étions des militants, hein. On est quelques années après 68. On avait un petit champ de céréales ici, de l'orge, pour nourrir le bétail. On a semé au mauvais moment, on avait mal préparé la terre. Moi, je savais à peu près comment ça se faisait. Et puis on se trouvait à 5, 10, 15, à désherber, à genoux, à avancer entre les lignes de céréales pour sortir les mauvaises herbes. Voilà, on a appris comme ça. Alors ça faisait sourire, voire rire les voisins. On était un peu c'était des gens venus de l'extérieur, qui ne faisaient pas comme eux, qui rompaient avec la tradition, qui avaient un discours quelquefois révolutionnaire. Plusieurs années après, une voisine m'a dit « Écoute Fernand, je veux te dire, mais les premières fois qu'on vous a vu, on s'est dit, ils sont drogués cette équipe-là. » Vos collègues ont pris la décision de rester dans la salle où nous avons eu la rencontre avec... On a bataillé contre la guerre au Vietnam avec déjà le défoliant glyphosate qui était considéré comme l'agent orange. Hein. Et tout à coup, avec la Confédération paysanne en France aussi, José Bové, on collaborait avec ces gens-là. On a été projetés sur le devant de la scène, puis d'être considérés, alors que ça fait 15-20 ans que vous bataillez pour une autre agriculture, pour un autre monde, moins conflictuel, moins compétitif, moins sous tension. Mais j'ai jamais changé d'orientation. Le monde paysan a perdu de sa capacité de réfléchir par lui-même. Je pousserais même plus loin, il a perdu pied sur ses propres terres. C'est un des gros problèmes concernant le réchauffement climatique. Et puis un des problèmes ici, c'est qu'en utilisant des engrais de synthèse, ça accélère encore la dégradation du sol tourbeux. Et puis on voit, hein, le champ, il est 30 ou 40 cm en son centre, plus bas que la route. Donc je ne sais pas à combien on est de la craie lacustre là-dessous, mais il n'y a plus beaucoup de sol. Les moments les plus durs, c'est quand les paysans eux-mêmes vous disent que t'es un traître, t'es trop écolo, t'es trop proche des consommatrices, t'es trop tiers-mondiste. C'était peut-être des fois, c'est des réactions très virulentes, hein, avec des mots très durs. Ça ne nous a jamais arrêtés. Ça, c'est le sol qui permet de cultiver. La couche intermédiaire, là, il ne pousse rien là-dessus. Et puis ce sol, il faisait 2 mètres avant les corrections des eaux du Jura. Puis il reste quoi là, 50 cm dans ce cas de figure. Les drainages, ça a encore contribué à la minéralisation du sol, c'est-à-dire que le sol, il a complètement disparu. Ouais. Ce qui serait bien, c'est comme juste rappeler qu'à la sortie de la guerre, c'était la disette. Ouais. Et que là, tout le monde s'y est mis pour réussir à produire rapidement de la nourriture. Puis en 30-40 ans, on a passé de la disette à la gestion des excédents. J'ai commencé par lui faire un site internet pour qu'il puisse communiquer par ce biais-là. Et puis, lui, c'est le meilleur parleur que je connaisse de ces sujets, vulgarisateur. Et puis moi, je suis un peu... Ouais, il ne faut pas le dire comme ça, mais la caution technique et scientifique par ma formation. On élabore des textes, soit c'est lui qui commence, soit c'est moi, puis on se corrige, on réfléchit, ou on tourne des vidéos, mais on se fait plaisir. Un jardin naturel. Donc ben voilà, c'est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les constats sont là. Tous les scientifiques sont d'accord. Il y a des alertes. On a investi chaque année des milliards dans l'agriculture suisse.
Aujourd'hui, le bilan écologique est mauvais. Et on a les moyens financiers, mais c'est dans la tête qu'il faut aller chercher la décision. C'est bien toi. C'est moi, salut Fernand. Yvan. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, bien, super. Bienvenue à Russie, hein, dans la prof fribourgeoise. Après la projection du film, là, les dépossédés à la Chaux-de-Fonds, la façon dont tu as intervenu dans le débat, je me suis dit, ah, voilà un jeune qui est déterminé et puis qu'il sait où il veut aller. Et puis moi, j'ai eu envie de venir pour voir ce que vous faites. Voilà, alors là, c'est la partie agroforestière ou agroécologique, on peut aussi dire. On a planté des hautes tiges associées avec des autres fruits, baies. Plus loin, on a aussi des grandes cultures. Entre les lignes d'arbres, il y a des cultures. Ouais. Entre les arbres, il y a des cultures. Là, c'est des framboises, typiquement. Ouais, on a mis aussi de la vigne entre les myrtillers. Ouais. Le but, c'est il y a de la place, plantons. Le champ de blé, ben, il y aura des hauteurs différentes, des épis différents. Exactement. Ouais, ouais. On ne met pas d'engrais, pas de fumier. Et puis, on ne passe pas de machine de désherbage, rien. En fait, on sème, c'est tout. Et on récolte. L'agroforesterie, j'en suis convaincu que c'est une solution. Ouais, puis on transforme le paysage également, on voit que c'est beau. C'est une façon d'anticiper ce qui peut se passer avec le réchauffement. Il y en a d'autres en Suisse. Il y en a d'autres en Suisse romande, mais dans la région, il n'y a personne, effectivement. Ouais. Ben, bravo. Il y a quelques années, nous avons remis les terres sous forme de fermage à Daniel, qui est un voisin. C'est une réussite. Parce qu'il travaille avec les exigences de l'agriculture biologique. Et de penser que ces terres, elles sont remises à quelqu'un qui prolonge ce qui a été engagé, c'est effectivement très apaisant. Tu as encore de mes vaches que je t'avais vendues? Non, c'est plus possible. Non, alors il y a des descendantes. Ouais, celle-là par exemple, qui est si sympa, non? La Mimi. C'est Mimi. Eh Mimi, il y avait la tigrette, mais la tigrée que tu as, c'est pas la fille de tigrette. Ah ben on le voit là. Ça, c'est la Danette. Ben, ouais, elle est déjà dedans. Donc, ouais. Danette. Oui, ouais. Elle est encore là. Ouais. Elle est encore là. Sympa, celle-là. Hein. Donc, elle est née chez toi? Oui. Donne à manger. Oui, alors on peut donner à manger. Ouais, tout à fait. Transmettre des terres sur lesquelles on a travaillé 30-40 ans, c'est un exercice qui est difficile. À chaque fois que je vais donner un coup de main, on parle très spontanément. Des fois, il me demande mon avis, je lui donne mon avis. Mais c'est clair, entre nous, c'est lui le patron. Tu vois, puis c'est marrant parce qu'elle a ces deux bosses. Ça, j'ai jamais compris. Ouais. Elle a deux bosses sur les yeux. Ah ouais? Ouais. Là, c'est une telle problématique que les outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant... Il y a 3 générations de la famille Juan, Maurice et Ursula, les parents, leur fils Daniel et son ami Valérie, et puis le petit-fils Frédéric. Nous, je pense qu'il y a des racines, sans le savoir. Mais mais le monde entier vient des paysans, hein, je veux dire. Ils ont tous un ancêtre qui a une fois cultivé de la terre. C'est impossible autrement. Hein. Parce qu'on voit, tu parles de jeunes passionnés dans l'agriculture comme ça, mais en attendant, je ne sais pas, des agriculteurs, il y en a beaucoup qui ont été manifestés là, ces derniers temps, quand tous ces jeunes se sont mobilisés, n'ont pas été à l'école pour manifester. Mais cette agriculture-là, elle a un prix. Cette qualité-là, il faut la payer. Bio, pour moi, c'est un label. Et puis, c'est pas forcément ce que je cherche dans l'agriculture,
Moi, ce que je cherche, c'est qu'on est tous agriculteurs, on est tous à la même base, puis qu'on doit apprendre. Ouais, on doit tous bosser ensemble. Pour moi, c'est ça qui est important. Il y a un des premiers réflexes dans la population, c'est qu'est-ce qu'on va manger demain? Hein? Qu'est-ce qu'on va manger demain? La politique, elle ne bouge jamais avant les gens. Elle l'observe, les gens bougent et après elle bouge. Ouais. C'est une cabane. Je me suis installé ici, tout près de la ferme, hein, après la séparation avec la maman de nos 2 enfants. Au départ, c'était un atelier de menuiserie qui a été transformé. Quand on est dans un endroit comme ça, au fond, l'intérieur perd un peu de son importance parce qu'on ouvre la porte, l'hiver, s'il y a de la neige, on met les raquettes, on met les skis de fond, on part, quoi. Et l'été aussi, je peux monter sur la crête et je suis plutôt quelqu'un qui vit à l'extérieur. J'arrive pas à lâcher un certain nombre d'activités ici sur le domaine tant que je vivrai ici. Parce que ça participe aussi à mon plaisir, à mon équilibre. Il y a une relation entre les arbres. Quand tout va bien, ils y vont chacun pour soi. Chercher la lumière, chercher l'eau, etc. Quand la situation devient critique, comme un manque d'eau, ils s'entraident. Et c'est bien cette autre dimension qu'il faut développer, c'est la coopération. Et la forêt nous donne cet enseignement. C'est le milieu dans lequel j'ai eu, je pense, les quelques contacts affectueux avec mon père. Je crois qu'il était très à l'aise en milieu forestier. C'était un solide gaillard qui maniait très très bien la hache. Mais ça m'impressionnait, là, quand il coupait les nœuds, tout à coup, il y avait le nœud qui partait. Et puis quand on rentrait de la forêt, de temps en temps, il me prenait la main. J'aime le lac, j'aime la mer, j'aime la montagne parce que ça dégage comme ça une force. Hein. Ça dit bien que c'est bien là et puis qu'il ne faut pas trop aller chatouiller. En particulier la montagne, hein, je parle du massif alpin. Pour moi, c'est un sentiment de puissance comme ça, la montagne, mais elle l'exprime peu. Il y a de la force dans ces 2 paysages. Et j'aime bien passer de l'un à l'autre en fonction de mes envies, en fonction du temps qu'il fait. Et puis là, on retrouve aussi, au fond, le bord du lac, cheminer en montagne, c'est des activités de détente durables. Le pâturage boisé, il signifie la transition entre
les prairies cultivées pour faire du foin, pour faire de la céréale, et puis la forêt. Couper, élaguer, enlever ici quelques buissons. C'est vrai, on est maître du jeu, hein, on est un peu les seigneurs là. Ça devient presque un grand jardin. Ça fait une quarantaine d'années que je me balade dans ce pâturage, que je l'observe, que j'écoute les oiseaux. Et là, je me dis que c'est une fois dans sa vie. Hein. 40 ans, c'est la moitié de la vie. Au point où j'en suis, je vais pas pouvoir recommencer le cycle, ce qui me fait dire que j'ai un peu de peine à vieillir quand je suis ici, dans ce milieu qui constitue pour moi un des plus beaux paysages du domaine. Bonjour Fernand Cuche. Bonjour. Julien. C'est Julien. Oui, c'est juste. Ouais. Pourquoi tu t'es adressé à moi pour ce travail, si j'ai bien compris, c'est un travail de maturité? Déjà pour l'initiative sur la souveraineté alimentaire de septembre dernier, où j'ai vu que déjà dans le texte de l'initiative, ça parlait du libre accès aux semences. Et puis vous avez participé au débat, vous êtes beaucoup engagé là-dedans. Aussi parce que vous étiez anciennement secrétaire syndical d'Unitaire. Ça m'intéressait aussi d'avoir le point de vue de ce syndicat et savoir aussi ce qu'il faisait comme action. Je me demandais aussi pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans un train. C'est très simple. J'adore le train. Et moi, je me réjouissais aussi de faire ce voyage en train avec toi parce que tu es de la génération des jeunes et qu'un jeune de la ville s'intéresse aux semences anciennes parce qu'il a fait un stage d'une semaine dans une boulangerie et puis qu'il apprend qu'en France, ils ne peuvent pas utiliser le résultat de leur mise en terre des semences comme ils le souhaitent librement, c'est un bon signe. Alors vous avez dû demander congé pour venir? Ça veut dire que c'est les parents qui doivent signer. Puis ils étaient d'accord. De quel collège, de quelle école? C'est le PFL. Ah! Impressionnant, hein, tous ces jeunes. Les quelques graines semées qui ont germé permettent la relève. Et puis c'est une relève qui est joyeuse. Moi je vois dans la façon de communiquer aussi, de dire leurs envies de vivre et de vivre sur cette terre. C'est des langages nouveaux, c'est des langages frais. On peut dire que la relève est assurée, encore une fois. Et cette jeunesse aujourd'hui réunie un peu partout dans le monde, c'est un message très fort pour dire aux élus, prenez vos responsabilités. Papa, c'est à toi, j'en ai fini, papa. Henri Dess. Bon enfant, c'est la petite Charlotte, bon enfant, c'est la petite Charlotte, j'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. Bon enfant, c'est la petite Charlotte.